C'est-à-dire que les artistes sont peut-être sont en contact avec le réel d'une autre façon, et ils sont comme traversés par quelque chose qu'ils expriment, qu'ils symbolisent. Et c'est pour ça qu'ils sont si précieux pour nos autres analystes, parce qu'ils nous conduisent, ils nous happent ou ils nous guident vers ce réel qu'on a tellement de mal à symboliser. Et c'est à la fois aussi ce qu'une cure, par certains côtés, tente de faire, ce qu'une psychanalyse tente de faire, à savoir de symboliser un certain réel, d'une autre façon, le réel d'un sujet, la singularité d'un sujet avec ses signifiants propres, et en même temps il y a quelque chose de pareil dans cette démarche que celle d'un artiste qui symbolise le réel. Toute la définition du réel, elle est très compliquée, mais qui symbolise, qui essaye de symboliser, ou qui parvient à symboliser, ça dépend des fois, hein. Peut-être qu'il y a aussi là-dedans, pas tous, ça marche pas pour toutes les œuvres, ça marche pas pour tous les artistes, ça marche pas à tout moment, mais il y a des exemples, et puis on sent que les artistes sont comme ça, travaillés par ça, et qu'ils essayent de mettre ça en forme, et ils y parviennent. Mais pour revenir à la question de la littérature, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse particulièrement, et tu en parles beaucoup. Est-ce que tu penses que la manière dont on est traversé, par exemple à la lecture d'Aaron Appelfeld par quelque chose de ce qu'il nous transmet, quand il raconte comment il a perdu la langue et qu'il réapprend à parler en lisant la Bible, c'est ça, qu'il relit la Bible pour pouvoir réapprendre à parler en allemand. Et il y a quelque chose qui nous parle sans doute de comment on apprend à parler. Et est-ce que c'est nécessaire pour un psychanalyste de travailler cette question? Je veux dire, pour moi, ça me paraît important de savoir comment on apprend une langue, comment on parle une langue, et qu'est-ce que c'est que d'être traversé soi-même par les langues des autres aussi, parce que au fond, on apprend à parler avec les langues des autres. Donc, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui nous permet, nous apprend à nous, en tant qu'analystes, comment on parle et comment on peut entendre la langue de nos patients, par exemple, parce qu'on parle toujours avec d'autres langues qui nous traversent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est... Ah oui, complètement. Complètement. Les questions de langue, c'est des questions qui me travaillent depuis très longtemps. Et non seulement, la langue au sens de la langue en deux mots, la langue, et puis la langue en un mot, tel que Lacan l'a défini, mais aussi la langue maternelle, qui a à voir avec la langue, mais la langue maternelle, la langue étrangère, la langue, le rythme de la langue. Alors là, tu parlais plus de la langue au sens des mots qui la constituent, au sens d'une langue, mais de la langue aussi bien, de la langue aussi bien. Manière dont ça la langue qui s'articule au corps, qui s'articule à l'archaïque du corps, à l'archaïque du maternel, mais pas seulement. La langue qui est ce résidu des premières expériences infantiles, et puis de ce qui et des émois et de la jouissance, des premières jouissances, disons. Donc celle-là, ça c'est une langue, mais il y a aussi les autres aspects de la langue, des langues en tant que les langues sont ce qui constitue nos mondes, de ce qui nous constitue, puisqu'on est traversé par les langues. On arrive dans un monde où on est d'abord parlé, et puis on se met à parler, et puis on est traversé tout le temps par ces effets de langue. C'est beaucoup Lacan qui a mis l'accent là-dessus, mais c'est déjà chez Freud, mais Lacan a quand même insisté énormément sur cette dimension. Mais j'ai aussi essayé de travailler la langue en tant que rythme, en tant que le style aussi, le style d'un sujet, où je vois une singularité du sujet dans la langue qui nous constitue. On parle jamais... bien sûr, on emploie les mêmes mots, et en même temps, on a une langue. Chacun a une langue. On peut dire aussi qu'une langue, c'est une culture, c'est un monde. C'est vrai que, dans une langue, par exemple, la langue française, c'est un monde, mais aussi chacun a sa langue. Donc il y a énormément d'aspects dans cette affaire de langue qui m'intéressent et qui sont essentiels à la psychanalyse, parce que c'est une traversée des langues, c'est une expérience de langue, Est-ce que tu dirais que quand on est psychanalyste, on prend connaissance d'une langue particulière, celle qu'on entend
du divan, par exemple, et qu'on s'y familiarise et qu'on n'apprend pas à la parler, mais qu'on apprend à l'entendre. Oui, tout à fait. Tu le dirais comme ça? Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi peut-être à traduire. Traduire même dans sa propre langue les signifiances d'un sujet, quoi, de comment on les entend, de comment on les traduit. Et puis bien sûr, pour nous essentiellement la langue de l'inconscient. Alors là, c'est plus difficile d'en parler, bien qu'elle est toujours là à se tapir et on la guette, on l'attend, mais elle est jamais là d'avance. Non. Mais bon, on l'attend au tournant, on l'attend même de face. Oui, c'est ce que tu as essayé de nous montrer dans beaucoup de tes livres, en fait, quelque chose. D'ailleurs, qui est en même temps entre le terme la langue que nous dit Lacan et la langue maternelle. Et c'est quelque chose qui, effectivement, dans la cure, s'accroche à la vérité, à la vérité du sujet. Quand Lacan nous a dit « moi, la vérité, je parle », il s'agit tout à fait de ça, de cette vérité, de ce réel, donc, qui apparaît dans l'œuvre du sujet. Alors, rapidement, quelques remarques, je ne vais pas tout lire, j'avais pris des notes sur ton livre. Mémoire, souvenons-nous, Lacan rencontrant Marguerite Duras à la Closerie des Lilas. Il lui aurait simplement dit « Vous ne savez pas ce que vous dites ». Et il indique par là que ce qui échappe à l'écrivain, ce qui lui échappe complètement, et justement l'essentiel de son ouvrage. Il montre ce que l'artiste a en lui, et vous ne savez pas ce que vous dites. Alors pour aller vers la poésie, est-ce que, tu parles beaucoup de Paul Celan et donc de la manière dont on pourrait... c'est comme ça que je le lis, moi, à travers toi. C'est quelqu'un qui a tenté de retrouver, comment dire, une langue en lui qui pouvait parler en essayant de la détruire en même temps, quoi. Sa poésie tente de concasser, de démolir, de réduire en morceaux l'allemand. Après ce que ça a pu représenter, parce que c'est vrai que moi je me rendais pas compte à ce point combien l'allemand pouvait représenter, je l'ai compris entre autres en lisant ton livre, l'esprit ou je dirais l'intelligence en Europe, quoi. C'était la langue de la philosophie, c'était la langue de l'intelligence, c'était la langue des grands bourgeois, c'était la langue des philosophes. Tout le monde vénérait cette langue, et la catastrophe qui est arrivée à cette langue avec ce à quoi elle a servi a été un traumatisme dont je n'avais pas mesuré l'ampleur, quoi. Et je me dis, mais est-ce qu'au fond, pour continuer la même discussion de tout à l'heure, les langues, il ne faut pas les détruire pour pouvoir les parler aussi? Est-ce que tu dirais un peu ça, quoi? Est-ce qu'il ne faut pas un peu les démonter, enfin, ou les casser un peu pour pouvoir les parler? Il faut les apprivoiser, enfin, il faut y trouver quelque chose, il faut trouver sa langue dans la langue de l'autre. Après, je ne sais pas s'il faut les casser, peut-être, en tout cas, peut-être pour écrire au sens de la poésie, oui. Mais alors, le cas de Paul Celan est tout à fait particulier important, parce que comme tu l'as dit, donc il est né autour d'une langue allemande, avant que ses parents soient déportés et meurent en déportation. Ensuite, il arrivera plus tard en France, où il baignera donc là dans la langue française. Oui, il est né à Czernowitz, il a vécu à Czernowitz jusqu'à ses 18-20 ans, et il est parti en France pour faire des études de médecine. Voilà. Ce qu'il n'a pas fait, et puis pendant la guerre, je pense qu'après il est retourné en Roumanie, c'est là que ses parents ont été déportés. Et donc après, il revient en France et il devient traducteur et professeur d'allemand à l'école normale supérieure, quoi. Mais il écrit toute son œuvre en allemand. En allemand, et il ne peut pas écrire, enfin, il n'est pas... Alors, il écrit dans sa langue maternelle, mais qui était à la langue
de ses parents qui ont été massacrés. Absolument, oui. Hein. Et en même temps, comme tu dis, cette langue, il la travaille. C'est pas l'allemand classique. Non, pas du tout. C'est un allemand à lui qu'il façonne. Oui. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire de lire Paul Celan en français, dans des traductions, surtout de la poésie? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il a déconstruit une langue pour la reconstruire à sa manière, pour écrire dans une langue qui était quelque chose de la langue maternelle, mais qu'il a transformée. Et nous, tout le monde l'a traduit en français, puis en d'autres langues. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'on peut lire Paul Celan si on ne parle pas allemand? Bon, c'est un peu le problème d'autres traductions. Hein. Oui, de toute façon, la traduction trahison. Mais bon, pour Paul Celan, disons que l'allemand, il détourne les syntaxes de la langue allemande à sa façon pour écrire de la poésie. Alors à la fois il y a un jeu comme quelque chose comme une dénazification, parce que c'est peut-être pas l'allemand qu'il est, au contraire, mais c'est la nazification de l'allemand. Hein. Et on peut aussi dire que l'allemand ne se réduit pas à la nazie, heureusement. Hein. Et donc c'est ce mouvement qu'il opère en construisant une langue ou en écrivant une langue qui est déconstruite. C'est la syntaxe qui est déconstruite, c'est la façon de lancer les mots et qui ont complètement en écho avec son histoire, avec la tragédie de son histoire, avec la tragédie de la Shoah. Tout à fait en écho avec ceux qui ont été silenciés dans cette tragédie, dans ce drame, plus que cette tragédie, oui. Alors moi je trouve qu'on peut quand même on peut le lire en français. Bon, c'est toujours, il y a des traductions différentes. Il y a Dubouché qui a fait une belle traduction. Il y a Martine Broda aussi qui a fait des traductions qui sont belles. Il y a quand même des tentatives, bon, avec évidemment les limites de la traduction. Oui. Maintenant, moi je parle un peu allemand. Mon père était de langue allemande, donc il parlait français, mais je veux dire l'allemand est quand même quelque chose que je sens. J'ai aussi un peu appris, mais je parle un tout petit peu, hein, mais tout de même, ça aide peut-être pour le lire en français. Je lis en français, mais peut-être que quelqu'un qui n'a pas du tout idée de la langue allemande, mais c'est pas sûr. Je pense que on le sent quand même, grâce aux traducteurs, qui sont aussi des poètes souvent, de pouvoir rendre compte de cette désintrication de la langue allemande, mais qui donne quand même une nouvelle langue, quoi. Hein, c'est bon. Ouais, c'est très surprenant. Hein, Après, d'autres poètes ont déconstruit leur langue. Hein, mais lui, d'une manière très particulière. Alors, il y a aussi qu'il installe des mots hébreux, et dans l'allemand, c'est aussi ça, c'est traverser d'autres mots. Bon, sinon, il a un vocabulaire très riche, assez géologique, assez varié, très riche. Il travaillait beaucoup la langue, mais il y a aussi le fait qu'il y a de l'allemand et de l'hébreu, ce qui donne quand même un peu quelque chose d'assez proche du yiddish, le yiddish étant une langue qui a une syntaxe allemande et puis des mots hébreux, quoi. Hein. Enfin, donc bon, après c'est pas pareil, c'est quand même c'est pas du yiddish, loin de là, mais peut-être il y a quand même quelque chose d'un peu, on peut mettre en parallèle, même si c'est un immense poète, c'est très très original et tout à fait singulier, quoi. Alors justement, peut-être que ce que tu as pu sentir avec lui, c'est que pour Paul Celan, pour dire ce réel dont on parle, il ne pouvait pas faire autrement. Tout à fait, que d'utiliser cette langue. Quoi. Oui, tout à fait. Qui dit ce réel de tous ces absents, de toutes ces personnes qui ont arraché la vie, quoi. C'est vraiment quelque chose de cet ordre, très fort. Il me semble que tu nous orientes vers une autre question dans l'autorisation, qui n'est pas simplement la littérature cette fois-ci, mais qui est le transfert, la question du transfert. Et donc, je me disais, peut-être que c'est quelque chose qui peut paraître un peu incongru comme ça, mais je me disais, est-ce que le transfert a une langue ? Est-ce qu'on pourrait penser que la manière dont le transfert mobilise le matériel inconscient d'un patient et la manière dont Freud nous raconte, parce qu'il nous raconte quand même 1000 choses de ses propres
tourments transférentiels. Alors lui, surtout avec des hommes, il a eu des transferts assez puissants, mais avec les femmes, il a été plutôt débordé. Enfin, dans certaines femmes, et notamment cette Elfriede Hirschfeld, visiblement, il a pas mal débordé. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, la langue, le transfert c'est important que ces femmes ont sur lui, lui le traverse en quelque sorte et lui permet d'entendre une langue qu'il ne pouvait pas entendre, ou est-ce que ça lui permet d'entendre des choses qu'il n'aurait pas entendues autrement? Est-ce qu'on peut penser ça comme ça, que le transfert permet à une certaine langue, je sais pas, de l'inconscient, on pourrait dire peut-être, de s'exprimer alors qu'elle jusque-là ne s'exprimait pas, ou elle n'était pas là, c'est-à-dire pas parler. Ben oui, je crois, oui, c'est une manière de le définir qui est intéressant, de amener le transfert dans cette dimension de dévoilement d'une langue qui peut-être était en attente, en souffrance, et que à partir du moment où il y a un destinataire, il y a quelque chose qui peut se mettre en route et qui se destine et qui se met à jour et qui s'exprime, quoi. C'est ça, qui peut s'exprimer, se dire absolument à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est. J'avais l'impression que c'est ça que tu essayais de dire un petit peu en ne parlant de ces trois femmes-là comme ça. Oui, tout à fait. Il y avait ça, et il y avait que peut-être Freud il essayait quand même il se prenait pas pour la cible, c'est-à-dire qu'il a jamais il a jamais pensé que c'était, enfin il avait conscience de sa valeur, mais il se prenait pas pour il a toujours compris qu'il y avait quelque chose de cette fallace du transfert, quoi, que de cette manipulation c'est pas manipulation, enfin de cette subtilité du transfert, que à la fois on peut s'adresser à quelqu'un et que c'est une adresse et que c'est pas forcément la personne, quoi. C'est jamais vraiment, mais à la fois il essayait quand même d'écouter, et peut-être qu'il y a eu des fois où il était un peu prisonnier peut-être d'un certain rôle. Après, je le dirais pour nous tous, je jetterai pas trop Freud, l'opprobre sur Freud là, parce que je trouve qu'on est souvent pris dans, alors à la fois on essaye de permettre que cette langue en souffrance advienne, et en même temps il y a des parts, on a chacun nos parts de cécité ou de surdité à certains points du transfert, à certaines langues, à certaines parties, mais on essaye d'ouvrir nos oreilles. Qu'est-ce que tu remarques d'ailleurs avec le transfert pour les femmes, la première, la Sabina Spielrein, qui a eu le transfert que l'on sait avec Jung, pour ensuite être entendue par Freud, et là le transfert qu'elle fait avec Freud va lui permettre de devenir la première femme psychanalyste, avant d'être assassinée par les nazis, n'est-ce pas? Mais c'est justement, il s'est passé quelque chose dans le transfert qui ne s'est pas passé avec Jung, malgré le contre-transfert un peu violent, si on peut dire, qu'elle a connu. Je crois peut-être que la question n'est pas là, mais autre chose s'est passé avec Freud, qu'elle a pu sublimer dans le fait de devenir analyste. Pour te citer, tu écris Sabina Spielrein a réussi à trouver un chemin entre les flammes de l'amour dérivant en devenant analyste elle-même et en sublimant le feu de l'amour dans son engagement de travail et d'écriture psychanalytique en s'autorisant. Je te cite. Oui, ça c'est pour le cas de Sabina Spielrein, oui. Mais Sabina Spielrein a eu une liaison avec Jung. Oui. Après, et donc dont elle est restée très éprise, donc c'était difficile pour elle de sortir de ça. Oui. Probablement que le fait qu'elle a eu ce lien, enfin cette correspondance avec Freud, qu'il l'a reçue, a permis qu'elle puisse en échapper à
cette passion sublimée, oui, tout à fait. Oui, je n'ai pas tellement ajouté. Peut-être dire que pour ces femmes, ce que j'ai aussi voulu montrer un peu pour les trois, c'est à la fois combien il y a quelque chose dans le transfert qui est particulier du féminin, mais combien elles ont eu du mal aussi à apparaître, quoi. Combien il y a tout le temps cette menace d'effacement qui revient, et combien les femmes, les premières femmes de la psychanalyse, puisque Sabina Spielrein était une des premières, Margaret Hilferding aussi, Elfriede c'est une patiente, mais elle aussi, elle est effacée, quoi. Hein. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas été effacées, dont le destin, qui n'ont pas été effacées comme cas, mais disons, elle est effacée peut-être comme son nom est effacé, quelque chose de... Ouais, elle n'arrive pas à... Bon, après, peut-être c'est homéomorphe aussi avec son destin à elle, personnel. Pour les autres femmes, dont Sabina Spielrein, Margaret Hilferding, qui sont des femmes médecins, qui deviennent analystes, il y a aussi eu que Sabina Spielrein, on la connaissait pas si on n'avait pas retrouvé les carnets... on les a retrouvés à Zurich longtemps après qu'elle ait vécu, quoi. Hein, donc il y avait un risque d'effacement. Elles n'ont pas été dans l'histoire de la psychanalyse dans la même place que d'autres qui auraient pu l'être si elles avaient été si elles étaient des hommes. Bon, il y avait ça, quoi. Hein, il y a vraiment et quand littéralement... tu insistes sur cette question de l'effacement, tu penses qu'il y avait une volonté d'effacement du milieu masculin analytique, non, je crois pas. D'ailleurs, quand même, Freud, il a tenu à ce qu'il y ait des femmes à la société de psychanalyse. Non, je pense que c'est l'époque. C'était Salomé. Oui, tout à fait. Je pense que Freud n'était pas comme ça. Après, il était pris dans les représentations de son époque. C'est qu'il y avait, Margaret Hilferding, elle a commencé des études de médecine au moment où ça se créait, c'est-à-dire que des études de médecine il y en avait pas. C'était l'époque, hein. C'était pas spécialement. Non, c'était pas ouvert aux femmes. C'est ça que je veux dire. Et c'est que c'était l'époque, quoi. Hein. Et donc c'était l'époque. Et peut-être il y avait aussi même de l'auto-effacement et quelque chose qui peut continuer à être à l'œuvre même de la part des femmes, de pas s'autoriser, quoi. Hein. D'où l'importance de s'autoriser. Et peut-être que les femmes aussi s'effacent un peu. Non, je crois pas que ce soit c'est pas un complot. C'est pas un complot. J'ai eu l'impression en te lisant que tu parlais de ce qui est transmis du réel ou qui nous traverse à travers ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, et puis donc du transfert. Et puis tu termines, parce que c'est quelque chose qui est propre à toi et que tu manies bien, tu termines sur l'humour. Et donc je me disais, mais est-ce que c'est comme une pirouette pour toi, l'humour, c'est-à-dire est-ce que c'est une façon de parler de l'autorisation, mais comme étant quelque chose qui se joue toujours dans un passage de l'un à l'autre, puisque l'humour n'existe pas si on ne déclenche pas le rire chez l'autre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'humour dans ce cas-là, il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne entre deux. Et donc je trouvais aussi que je retrouvais cette définition que tu reprends à Marc-Alain Wachnine comme ça, que l'humour est une corrosion de l'intégrité et de l'identité. Et je me disais, pour que le parcours sur l'auteur soit complet, il faut effectivement arriver à cette idée que l'auteur n'est pas l'identité. C'est-à-dire que l'humour étant une corrosion de l'identité, on est bien d'accord que la psychanalyse aussi est une corrosion de l'identité, puisque c'est ça qu'on effectue au fond dans le travail d'une cure, à savoir démonter les identifications, démonter l'identité de celui qui s'y croit, à être à cette place-là. Et donc au fond, l'humour, c'est ta manière à toi d'être auteur un peu dans ton travail aussi, tu dirais ça. Tu manies l'humour dans les cures, tu aimes bien rire aussi de temps en temps. Oui, je trouve que j'aime bien rire, ça c'est sûr, de toute façon en général. Mais dans les cures, quand c'est possible, enfin, on peut pas rire à tout moment. Il y a des moments aussi qui sont tristes, il y a des moments où on pleure. Mais c'est très important de pouvoir de s'autoriser à utiliser le rire,
à certains moments. Il y a des mots d'esprit parfois dans les cures. Il y a des gens qui nous racontent et puis qui ont ri ensemble sur un mot d'esprit, un mot qu'on entend brusquement et qu'on n'avait pas entendu. Moi, j'ai tellement fait de blagues avec un patient que je reçois depuis très longtemps, l'autre jour, qui m'a dit qu'il allait arrêter de me payer parce que j'étais impayable. Ah, très beau, très beau, très beau. Moi, j'en ai un à qui je disais, écoutez, vous pouvez pas parler un petit peu plus fort, je suis un petit peu dur d'oreille, je suis un peu dur de la feuille. Oui. Il m'a rappelé, ah bon, vous n'arrivez plus à écrire? Bon. Très bon, tout à fait. Mais surtout, quand tu parles de l'humour, je trouve que tu fais une nuance tout à fait importante entre ce qui est humoristique et ce qui est ironique. Oui. Et c'est là où on sait... oui, tout à fait. Et ça m'a fait penser à l'exemple parfait, je trouve, de Dieudonné, qui se voudrait, qui se prétend humoriste, alors qu'il est uniquement ironique. Il faut prendre au second degré ce que je dis, alors qu'il insiste pour que ça soit un premier degré. Et ça, c'est une rouerie, je trouve, tout à fait étonnante. Oui, c'est une moquerie, quoi. C'est du côté de se moquer d'un tiers, quoi. C'est-à-dire, c'est ça l'ironie. L'ironie est plus de ce côté-là. C'est vrai que, l'humour... ou les choses drôles avec les patients, c'est-à-dire qu'à la fois, comme vous le donnez ces exemples, c'est des moments comme ça de fulgurance où il y a un éclat qui surgit et qui permet aussi de détendre les choses et puis de découvrir ensemble les forces de la langue, la force de l'inconscient qui surgit là au décours d'un mot d'esprit. Mais on peut pas non plus se raconter... d'ailleurs, je vais cesser de vous payer parce que vous êtes impayable. Bon, mais c'est bien. Mais je me demandais, est-ce qu'il trouve que tu l'amuses tellement que finalement, non, oui, c'est ça, non. C'est très curieux quand même. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase quand même. Parce qu'on ne peut pas non plus rire avec les patients comme si on était des copains. Donc voilà. Il y a aussi la dimension il y a quelque chose qui peut passer. Il y a des moments comme ça drôles, qui détendent, qui permettent aussi et puis le rire, pouvoir tourner quelque chose en rire, c'est une façon aussi de pouvoir se défendre, de pouvoir la surmonter, la sublimer, moi je dirais. Donc parfois rire d'une situation, c'est une très grande force, mais c'est pas toujours si facile et c'est pas toujours possible dans le transfert, justement. On peut pas se retrouver dans un truc, on rigole ensemble, il s'agit pas de ça. Non. Mais puis une autre chose encore, évidemment, l'ironie, ça c'est encore un autre point qui est absolument impossible. Mais c'est vrai que je trouve que l'humour, moi on m'avait demandé de travailler sur l'identité et je trouvais que c'était une question difficile parce qu'effectivement, toutes ces questions maintenant d'identité sont très difficiles à mettre à jour. La psychanalyse étant justement, anti-identitaire. Déjà, il n'y a pas le concept d'identité dans la psychanalyse. Il y a des identifications. Donc ça, c'est un premier point. Mais de toute façon, la façon dont c'est traité, pour autant que quand même, il y a quelque chose de l'idée de la construction d'un sujet, il y a les identifications qui sont quand même des façons de penser la construction du sujet, c'est toujours par la pluralité de traits. On est constitué de pluralité de traits et on n'est pas, c'est un peu anti-identitaire, anti-essentialiste, comme on dirait maintenant. C'est-à-dire que la psychanalyse tend à montrer qu'on est fait de plein de traits. Et je trouve que c'est homomorphe avec l'humour, où on se prend pas finalement pour la personne exactement qui parle, on se prend pas au sérieux et on entend aussi combien il y a quelque chose d'une autodérision qui peut montrer comment on s'y croit pas et combien on peut ne pas se resserrer sur une identité. Tu citais Dieudonné qui va peut-être se moquer d'une personne particulière, essentialiser l'autre, et c'est un peu un travers de notre époque aussi, peut-être cette tendance à trouver dans un trait quelque chose qui fasse identitaire, quoi. Même s'il y a des traits qui sont constitutifs et qui nous construisent comme identité, on n'est pas que cela. L'important, c'est de penser combien il y a un faisceau de traits qui nous construisent, qui nous singularisent, et que c'est un empêchement à se prendre pour et à essentialiser, quoi. Voilà. Je sais pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut penser que l'autodérision est
je dirais, un acte analytique. Oui, absolument. Absolument.